Merci. Je vous propose, pour voilà, rester dans le timing prévu, de passer alors à la deuxième partie des pitchs des entreprises, des membres de l'Infopôle. Est-ce que, voilà, Raphaël Amaury, Sirius Insight, est-ce que tu m'entends? Tu es présent et c'est OK pour toi de partager ta présentation et peut-être de mettre ta vidéo? Parfait. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend correctement? Oui, on t'entend, c'est nickel. Est-ce que tu peux Parfait. partager ta présentation, ton écran? Bien sûr. Merci. OK, vous voyez correctement? Oui. Parfait. Alors, voilà, bonjour à tous. Donc, j'ai 4 minutes pour vous illustrer que nous aidons nos clients pour leur permettre de prendre les bonnes décisions en matière de stratégie commerciale, notamment dans ce contexte si particulier de crise sanitaire. Alors, concrètement, on accompagne nos clients sur 2 thèmes essentiels. D'une part, le géomarketing, où on prend en compte la localisation des points de vente dans leurs marchés locaux, points de vente au sens le plus large possible. Deuxièmement, on intervient sur la connaissance client et le ciblage, qui permet de prendre en compte l'énorme variété de consommateurs que l'on rencontre. Ces démarches intègrent le peu que la nature nous a donné comme intelligence naturelle, mais aussi assistée de méthodes d'intelligence artificielle. Et de nombreuses données dont nous disposons sur les ménages qui vivent en Belgique et qui est un petit peu notre big data. Alors, on va commencer par le thème du géomarketing qu'on a baptisé Location Insight aussi. Concrètement, par exemple, dans le monde du géomarketing, on veille à comprendre jusqu'à modéliser comment fonctionnent les interactions entre les points de vente qu'on voit en vert sur l'illustration et les clients que l'on voit en bleu sur l'illustration avec la part de marché locale. Et ainsi, nous tenons compte dans les analyses et les modèles de la taille du potentiel de marché, c'est la taille des boules sur l'image, la distance, la concurrence, etc. Donc l'objectif est vraiment d'analyser jusqu'à modéliser cela. Une modélisation qui nous permet de finalement comparer les résultats attendus par le modèle pour chacun des points de vente, illustrés sur le graphe de gauche, et de comparer ça avec les résultats observés. Les points qui sont sur le graphique en vert sont plutôt des points qui sont surperformants par rapport au marché et aux conditions locales, alors que ceux qui sont en rouge ou orange sont sous-performants par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, voilà le genre de choses que nous appliquons pour pouvoir aussi identifier après des opportunités d'évolution, des nouvelles implantations possibles, etc., jusqu'à pouvoir accompagner nos clients sur des plans qui peuvent être assez vastes pour leur recommander le réseau optimal. Et aujourd'hui, après cette crise, beaucoup d'enseignes se posent la question des points de vente à conserver. Nos algorithmes et nos méthodes nous permettent de calculer la courbe optimale du réseau, qui est la courbe orange ici, qui correspond finalement aux meilleures localisations pour obtenir le meilleur résultat, résultat en part de marché ou résultat en qualité de service et en service de proximité. Et donc, dans ce cas-là, nous recommandons à nos clients de s'approcher le mieux possible de cette courbe optimale, en localisant bien sûr nos recommandations, et cela en fonction de leurs objectifs qui peuvent être des objectifs de déploiement ou au contraire des objectifs de se focaliser sur quelques points de vente étant donné les mutations qu'on observe notamment depuis cette crise et qui avaient bien sûr déjà été amorcées avant. Concrètement, voilà un exemple illustrant ce qu'on peut recommander à nos clients qui permet de visualiser les points de vente que nous recommandons de fermer en orange, ceux qu'on recommande d'ouvrir, par exemple les points en vert. Et bien sûr, comme tout ça est modélisé, on peut quantifier les effets attendus sur les volumes de vente, les risques, on peut identifier les risques, on peut identifier finalement le gain qu'on peut attendre de ce type de plan. Ça, c'était le premier thème, rapidement balayé. Le second thème,
concerne plutôt ce qui est la connaissance client. Vous le savez, tous les clients, tous les ménages, tous les consommateurs sont différents. Et nous avons, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure notre espèce de big data, nous avons une base de données d'informations sur les ménages qui s'appelle Mosaic Belgium, qui est illustrée ici, où chaque rue du pays, chacune des rues du pays, qui est représentée avec un point sur la carte, est ici caractérisée avec le type de ménage qu'on retrouve dans chacune de ces rues. Et donc, grâce à cette connaissance-là, on peut avoir une idée de qui se trouve justement en chacun des points du territoire. Les données qu'on connaît sur cette population, vous les avez illustrées ici, c'est bien sûr des données sociodémographiques et de composition de ménage, des informations de revenus, des informations de comportement financier, des informations de médias préférés, les titres qui sont lus ou les chaînes qui sont regardées, des informations sur la mobilité, les loisirs, etc. etc. Alors pour illustrer cela, typiquement et assez rapidement, par exemple, on a eu beaucoup de développement du online dans le cadre de la crise du Covid. Si vous cherchez les gens qui achètent préférentiellement, qui sont prêts à acheter des produits online, qui pratiquent le e-commerce, vous voyez sur le graphique de droite, une boule par chacun des 33 types mosaïques. La moyenne est située à 62%. 62% des ménages pratiquent de façon relativement régulière l'e-commerce. Mais vous voyez que dans le type B06, je vous épargne le nom et la description complète de ce type de ménage, mais chez eux, on va en avoir 8 sur 10, alors que dans d'autres types de ménages, on va en avoir seulement 1 sur 2. Donc, si on veut cibler les gens qui sont prêts à acheter des produits online, on a évidemment intérêt à cibler ceux qui sont dans le haut du graphique. D'autres illustrations, si on cherche les ménages qui sont prêts à acheter des produits financiers online, que ce soit une assurance, que ce soit un prêt personnel, que ce soit, je dirais, des conseils de placement, etc., on a aussi une variation qui va du simple au triple par rapport au pourcentage moyen dans la population. Si on s'intéresse aux gens qui, par exemple, achètent régulièrement bio, là aussi, c'est des comportements qui ont changé fortement pendant cette crise sanitaire, qui sont pas mal développés. On a jusqu'à 1/3 des ménages du type E18 qui ont ce comportement pour, par exemple, moins de 1 sur 10 dans certains autres types mosaïques. Et puis, un autre exemple sensible, c'est le comportement éthique. Qui a un comportement qui va être influencé justement par les aspects éthiques? On a aussi une variation du simple au quadruple en fonction des types qui sont visés. Ou bien, je dirais, petite pensée pour les artistes qui rament un peu en ce moment. Là aussi, évidemment, on a des types de populations qui sont beaucoup plus intéressés par des manifestations culturelles comme le théâtre, puisqu'on a ici un rapport de 1 à 8. Voilà, petite illustration de ce à quoi on utilise nos modèles, nos données. Et pour terminer, voilà les différents types de secteurs dans lesquels on propose ces produits, ces services. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition si vous aviez la moindre question. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme ça on pourra les transmettre aux orateurs. Merci d'avoir respecté le timing. Alors, je propose maintenant de passer à Visiter autrement, le numérique pour gérer l'affluence des lieux publics. C'est Laurent Bosrave de Calculus. Laurent, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est On parfait. t'entend parfaitement, merci Laurent. Ok. Oui, j'ai écouté assez discrètement. Alors, voilà. Vous voyez la présentation? C'est nickel. Ok. Donc, chez Calculus, voilà, on connaît le contexte, le confinement, le déconfinement. Un des problèmes que l'on va vraisemblablement rencontrer, et effectivement qu'on rencontre dans le déconfinement, c'est les foules
et la distanciation sociale qu'il faut respecter malgré les foules. D'où notre idée de construire un baromètre de foule. Alors, un baromètre de foule, bah, le principe est assez simple, et ici on a l'exemple d'une rue commerçante à Ostende. Le principe est simple, c'est que on définit un périmètre qui dispose d'entrée et de sortie, avec des capteurs qui permettent de mesurer le nombre de personnes qui rentrent et le nombre de personnes qui sortent. Zone. Sachant que on a calculé avec les autorités le nombre maximal de personnes qui seraient autorisées dans chacune des zones, eh bien à ce moment-là, on peut commencer à construire quelque chose d'intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est pas tellement de mesurer, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on va faire de cette information. Alors la première application, c'est déjà d'avertir la population de l'affluence dans chacune des zones, ce qui permet de voir à l'avance si c'est le bon moment ou pas pour se rendre dans cette rue commerçante. Et c'est à l'entrée de la rue commerçante d'afficher les Laurent, apparemment, il y a un périodes problème. d'affluence. Oui. Allô? Oui? Oui, il y a un petit problème au niveau de ça lag en fait le son, donc peut-être essaye de désactiver ta caméra pour libérer un peu de puissance et on va reprendre ta présentation. Voilà. Ça va comme ça? C'est Oui. mieux? Faut juste repartager tes slides et après ça sera bon. Ah oui, repartager parce qu'évidemment en enlevant le truc. Est-ce que vous voyez mes slides là maintenant? Pas encore. Je pense que les slides repartager. Voilà. Je vais me remettre en grand, ce sera plus facile. Voilà. Voilà, super, merci. Est-ce que je ne sais pas. Ouais, vous avez vu les slides. Donc en fait, ce qui est important évidemment, qu'est-ce qui a de l'impact, c'est de communiquer ces résultats de mesure et d'en faire une information. Et donc, d'abord pour le grand public, c'est de le mettre sur le site de la ville, c'est de l'afficher à l'entrée. Alors évidemment ici, c'est de la période des tests qu'on avait fait avant la période d'affluence, donc l'affluence est relativement faible, mais donc ça permet déjà de savoir si c'est intéressant d'y aller ou pas. Bien sûr, à partir du moment où les pourcentages et l'affluence augmentent dans chacune des zones, à s'empêcher que les gens on dépasse les limites. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que en fait, puisque le système est en place, on peut recueillir ces informations pour la com, que ce soit pour faire du géomarketing, que ce soit pour faire voilà, des calculs d'affluence. Et ces informations brutes, on peut les croiser avec des données externes, comme par exemple ici les données météo, et ce qui donne potentiellement des prédictions sur les zones d'affluence dans les jours à venir en fonction de la météo, du jour de la semaine, etc., etc. Et donc, ça permet notamment à la commune d'organiser au mieux
ces services de sécurité. Alors, comment ça se passe justement par rapport aux services de sécurité? C'est que la plateforme permet une série d'alertes que l'on peut mettre en fonction d'une série de critères. Et en fonction du type d'alerte, certaines personnes seront averties. Alors, ça peut être le service de sécurité d'un côté, ça peut être le bourgmestre une fois qu'on arrive au 100% et qu'il faut vraiment agir de façon importante, etc., etc. Alors, ici, c'est un autre exemple que l'on a à Bokrijk, où, en fait, donc on a l'information qui se trouve sur le site. Donc, avant de se déplacer, on sait déjà si c'est une journée qui est fortement chargée ou pas. Et sur le site de Bokrijk, il y a 2 endroits en particulier qui sont mesurés, qui sont le petit musée dans lequel se trouvent les maisons. Et le du domaine est relativement grand. Et donc, ça permet aux familles qui se rendent à Bokrijk de choisir le moment où elles vont visiter ces lieux où il y a beaucoup plus de monde et où, justement, les moments où il vaut mieux éviter et se répartir dans le reste du domaine. Voilà, alors Calculus, le cœur de métier de Calculus n'est pas de faire du baromètre. On a bien sûr beaucoup d'autres domaines dans lesquels nous sommes actifs, dans l'IoT, dans l'intelligence artificielle. Et donc, mais par contre, ce qui est intéressant comme expérience, vu le Covid-19, c'est que nous avons pu mettre et développer ce produit en un temps record, du fait d'une plateforme qui est vraiment très flexible et modulable. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Super, merci Laurent et bienvenue comme tu es un de nos nouveaux membres. Merci pour la présentation. Je propose de passer directement à Sébastien Dieu, Antopolis, pour communiquer autrement le numérique pour optimiser les relations citoyens-administration. Sébastien, est-ce que tu m'entends et est-ce que c'est OK pour toi de partager ton écran? Je t'entends bien et c'est OK pour moi pour présenter. Dites-moi quand vous voyez mon écran. Je pense que c'est ton écran, mais il faut partager la présentation. Normalement, tu dois le voir. C'est bon pour vous? Vous voyez bien? Ça arrive, oui. On voit très bien. Merci beaucoup. Et juste avant de te passer la parole, il y a une petite question pour Laurent sur le chat. Laurent, est-ce que tu veux bien répondre à Madame Fabi? Eh bien, voilà. Merci. C'est à toi, Sébastien. Merci. Bonjour à tous. Donc ici l'idée c'est de présenter Antopolis. Donc Antopolis qui est une spin-out qui a vu le jour en plein confinement le 1er avril et c'était pas du tout un poisson. Spin-out de la société BHC. Donc on est partenaire du logiciel Odoo que vous connaissez certainement tous. Et donc on a créé un produit sur base d'un projet de recherche et développement qui a été cofinancé par la région wallonne. Produit qui se veut assez, comme vous le voyez à l'écran, modulaire, assez novateur et qui veut amener la digitalisation et les nouvelles technologies au sein de nos administrations et communes. Alors, comment l'idée nous est venue? On travaille depuis 20 ans avec les administrations publiques et malheureusement, on a constaté que depuis 4 ans, les communes font face à des outils vieillissants, peu intégrés, pas très ouverts. Et donc, on a créé cette plateforme Antopolis qui contient aujourd'hui une trentaine de modules, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, qui essaye de répondre à toutes ces problématiques. Donc, d'arriver à quelque chose d'un peu novateur, je le disais, de très ergonomique, de modulaire, donc de ne pas arriver avec un truc énorme, mais de pouvoir activer module par module. Open source, donc ça c'est quelque chose de très important dans les années je veux dire, qui se sont passées ici, c'est fournir quelque chose sur lequel les communes vont pouvoir être
autonome et aussi pouvoir s'intégrer avec plein de nouveautés comme les 2 premiers produits qui ont été cités. Ce qu'on essaye aussi de faire, donc j'ai beaucoup parlé de la partie, je veux dire, administration, c'est de reconnecter l'administration à son citoyen. Là, le constat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en tant que citoyen, on est peu ou pas informé de ce qui se passe dans nos villes. On a tous une application mobile pour gérer nos comptes bancaires, nos finances, etc. Mais lorsqu'on va au niveau de notre ville, on est encore dans des solutions assez archaïques avec le papier, etc. Et donc, on a ce volet à la fois administratif, on va essayer de digitaliser tout ça, mais aussi de reconnecter le citoyen à sa ville. Alors comment? D'une part, en fournissant à la ville un outil qui va permettre d'être paperless, donc d'avoir un impact également écologique. Un outil qui va permettre de cibler des communications. Donc, est-ce qu'une famille avec 2 enfants va recevoir la même information que des seniors qui veulent faire des activités? En proposant des nouveaux services à ces citoyens et en ayant un peu un cachet, je veux dire, de modernité. Donc ça, c'est pour la ville, c'est ce qu'on va amener au sein des villes comme proposition. Et pour le citoyen, c'est essayer de lui fournir un portail web et à la fois une application mobile qui vont lui permettre d'améliorer son quotidien en effectuant ses démarches administratives, ses demandes de documents, en étant informé de ce qui va se passer dans sa ville. Tout ça en gardant effectivement aussi le côté moderne. Aujourd'hui, tous les citoyens ont un smartphone, une connexion Internet ou autre, et donc, quand bien même ce ne serait pas le cas, on va quand même pouvoir fonctionner avec des outils de type SMS ou autre. Et donc, en utilisant d'une part cette modernité et d'autre part les différents outils, on va essayer d'améliorer cette collaboration citoyen-agent. Alors, comme on le disait, et on n'a que 4 minutes, donc il faut aller assez vite, cette idée-là qui est un peu un brainstorming depuis 2 ans, qui a vu le jour au 1er avril, on s'est dit, pour le Covid, sortons quelque chose, et donc on a créé une plateforme dont vous avez quelques screenshots ici, et on pourrait partager la vidéo après si vous le souhaitez. C'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes. Au moment du Covid, les villes doivent communiquer vers leurs citoyens et doivent les informer sur de nombreuses choses, que ce soit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans ma ville, que ce soit sur les collectes de déchets ou autres, mais que ce soit aussi sur tout ce qui va être matériel sanitaire. Et donc, on a proposé pendant toute la période de confinement et de déconfinement une plateforme pour nos villes qui permet de communiquer vers son citoyen sur cette période de crise. Et donc, cette plateforme Covid, elle est disponible, elle a été mise à disposition des villes pendant cette période de déconfinement encore. Et on espère que cette plateforme Covid va vraiment sensibiliser sur le fait qu'avec les outils actuels, les communes peuvent se moderniser et peuvent vraiment communiquer vers les citoyens, parce que je pense, et là je prends casquette de citoyen, qu'on a vraiment besoin de recevoir maintenant des informations qualifiées, ciblées et orientées par rapport à ce qu'on souhaite faire au sein de sa commune. Alors voilà, j'ai essayé de respecter 4 minutes, j'avais lancé mon timer, je suis à 5, donc désolé pour le dépassement. Si vous désirez plus d'informations, il y a effectivement le chat. J'ai mes coordonnées qui sont ici aussi, je vous invite de toute façon à rejoindre notre site et nos réseaux sociaux. Donc voilà, c'était Sébastien Dieu pour Antopolis. Super, merci Sébastien. Et tu as une question dans le chat, effectivement. Et merci d'avoir respecté le timing également. Alors, je vous propose de passer à Ben Rodriguez de MangoGen pour planifier autrement. L'IA pour prévoir, réagir et optimiser la planification des usines et des supply chains. Ben, est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est OK pour toi de partager ton écran? Oui, j'entends. Voilà, je viens d'ouvrir mon micro. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend parfaitement. OK, on m'entend, parfait. Il manque plus que le visuel maintenant. Alors, je vais partager mon écran. Celui-ci. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Je ne sais pas si vous voyez l'écran présentateur ou l'écran principal. C'est l'écran présentateur qui est... Alors, je switch. Ça arrive au meilleur, ça nous est arrivé pendant l'AG aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, nous, MangoGem,
On est une société spécialisée en systèmes intelligents pour des entreprises et nous utilisons l'intelligence artificielle pour prévoir, réagir et optimiser la planification des usines et des supply chains. Alors concrètement, de quoi s'agit-il? Nous, en fait, on parle avec des gestionnaires d'opérations, de supply chain, qui viennent avec des problématiques de délai, de retard, d'utilisation optimale de ressources, de bottleneck, d'optimisation des coûts. Ils viennent évidemment également avec des problèmes d'imprédictibilité et de variabilité. Et quel bel exemple de disruption, si on peut dire, des supply chains que ce que nous avons vécu ces dernières semaines. C'est vraiment l'exemple typique de pourquoi ce type de systèmes sont vraiment fondamentaux pour plein d'entreprises. Et le message qu'on entend de beaucoup de ces personnes, c'est que c'est évidemment fondamental de pouvoir collectionner les données, de pouvoir analyser le passé, mais pour eux, le vrai challenge, c'est d'optimiser la partie opérationnelle, de pouvoir être à la fois prédictif et réactif dans la gestion et dans l'optimisation de leur opération. Alors, de manière très, très, très concrète, de quoi s'agit-il en fait? De façon un peu carrée, un peu mathématique, je suis un scientifique de formation. En fait, on essaye essentiellement d'optimiser et d'améliorer une série de KPIs, de Key Performance Indicators, qui concernent deux niveaux. D'une part, l'opérationnel lui-même, donc moins d'un cours, des temps de cycle plus courts, élimination, diminution de coûts, augmentation de rentabilité, mais aussi pour beaucoup d'entreprises, c'est très, très, très important d'optimaliser la planification en elle-même, donc de pouvoir réagir en cas d'événement imprévu, de pouvoir avoir plus de prédictabilité, plus de visibilité, passer moins de temps à planifier et plus de temps finalement à produire, éliminer des erreurs, etc. Alors, comment s'attaquer, comment résoudre un tel problème, comment optimiser les deux aspects? Eh bien, la sauce magique, ou plutôt les sauces magiques, c'est en particulier d'utiliser des méthodes de type artificial intelligence, de type intelligence artificielle, des métaheuristiques, des solvers, enfin ça je pourrais en parler vraiment pendant des heures, de combiner tout ça avec une bonne modélisation, une bonne connaissance du domaine d'application, d'utiliser des méthodologies connues comme le just-in-time, Theory of Constraints, Lean Manufacturing, etc. Et un élément qui est très, très, très important, évidemment, c'est quand vous êtes dans un contexte industriel, vous avez toujours les problèmes d'implémentation, de disponibilité de données, de changement dans les situations. Et là, le machine learning, l'analyse de données historiques est quelque chose qui permet d'améliorer la qualité des données, la qualité des résultats et qui, quelque part, simplifie l'implémentation, raccourcit les délais d'implémentation par rapport à des méthodes et des approches, disons, plus traditionnelles. Alors, foncièrement, comment est-ce que ça fonctionne? C'est assez simple, en fait. On commence par créer un modèle de données qui, dans la plupart des cas, on peut extraire d'un système IT existant, soit un ERP, une base de données quelconque. Si par rapport à ça, on prend la planification habituelle, donc je mets sur une ligne du temps les différentes ressources, si je le fais selon une méthode, je dirais simple, ou telle que le ferait un ERP, eh bien, on obtient un ordonnancement, on obtient un plan qui est très, très, très efficace. Dans un outil comme le nôtre, avec un simple clic, on va très, très vite pouvoir générer, par exemple, une centaine de différents scénarios, de différentes combinaisons, ce qui améliore déjà beaucoup par rapport à la situation initiale. Mais ce qui est vraiment l'élément le plus intéressant, c'est quand on inclut, on commence à utiliser toutes ces méthodes avancées, heuristiques, métaheuristiques, apprentissage, etc., pour finalement passer de la situation du milieu à la situation optimalisée que vous avez en bas à droite. Alors, vous pourrez me dire, oui, c'est très joli, mais c'est quoi l'impact? Eh bien, l'impact, quand on étudie à la fois des benchmarks, mais aussi des cas industriels réels, mais l'impact, il est très, très important. L'impact consiste à passer de situations où on a des commandes en retard, des livraisons en retard, suivez le regard vers des masques, des choses comme ça, avec un pourcentage finalement des commandes qui sont en retard, avec des retards parfois très importants, vers une situation où vous allez largement éliminer des retards, ou en tout cas les retards qui sont dus à des dysfonctionnements dans la chaîne logistique ou dans la chaîne de production.
Même chose pour l'utilisation efficace des ressources, par exemple des temps de préparation. On peut, entre un mauvais plan ou un plan peu optimisé et un plan optimisé, on peut avoir des impacts qui sont très, très significatifs sur toute une série de KPI, comme ceux que vous voyez, les temps de cycle, les coûts variables, etc. Donc ça, c'est pour la partie opérationnelle. Alors pour la partie du planning, du processus de planification, le fait d'utiliser ces méthodes, le fait de largement automatiser le travail, on se rend compte qu'on arrive à planifier en minutes plutôt qu'en des heures, avec beaucoup moins de temps. Et ce côté, cette réactivité, cette vitesse permet par exemple de répondre à des demandes clients au moment même, d'éliminer des erreurs et d'avoir plus de réactivité et de réactivité. Comme je n'ai que très peu de temps, je pense que je vais passer le schéma selon lequel il fonctionne. Foncièrement, on fait une capture de données, on passe par un pipeline de calcul, de génération, d'analyse, d'optimisation pour obtenir au bout les résultats utilisables. Et ce pipeline peut être évidemment amélioré ou peut apprendre à la fois des données temps réel, d'une part, si elles sont disponibles, et d'analyse de données historiques, de performance, de bonnes pratiques. En pratique, nous, Mangogem, donc on a un produit qui est off-the-shelf, qui est sur le marché, qu'on applique à de tas de situations industrielles dans un spectre assez large, parce que le produit est très, très générique. Et donc ici, vous avez un petit peu un exemple de type d'industrie lequel on travaille, fabrication métallique, semi-conducteurs, construction de machines, etc., etc. Si vous voulez plus de références ou plus d'exemples, ou plus de contacts, je pense que le mieux, c'est de me contacter. Alors, puisque nous sommes, juste pour finir, puisque nous sommes en moment de cette crise du Covid, il y a quelques semaines, en fait, au tout début de la crise, j'ai écrit un petit white paper qui s'appelle Survival of the Agile, qui voilà, je vous l'enverrai très, très volontiers, qui explique pourquoi, justement, dans des situations comme celle-ci, où la plupart des gens, ou en tout cas, ont passé une période en train de se demander s'ils allaient survivre ou pas, comment je peux travailler avec moins de gens dans l'usine, ce genre de problèmes, eh bien, ce sont des problèmes pour lesquels un outil tel que celui-ci donne vraiment une arme de survie, une arme pour être à la fois plus agile et plus optimal. Voilà, j'espère pas avoir trop dépassé. Merci beaucoup. Et voici pour ma présentation. Ok, merci Ben. Je propose de passer tout de suite à Hélène Dacier et Christophe de Graaf d'Underside pour servir autrement le numérique pour gagner du temps et protéger son client. Hélène, Christophe, je ne sais pas qui prend la parole. Est-ce que vous êtes là? C'est moi qui vais commencer juste avant de partager les slides à tout le monde. Je voulais vous faire tous un bonjour et puis courage aussi en fait à tous ceux qui traversent la crise en fait de façon un peu plus difficile pour le moment. Vraiment, on pense à vous. Voilà, j'ai la chance d'être le boss d'une société qui s'appelle Underside depuis maintenant plus de 20 ans. Et notre métier, c'est la transformation numérique pour les entreprises, c'est les rendre fortes sur leur marché. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on réalise au jour le jour. On dit souvent, en fait, par rapport à mon job, en fait, que je suis aussi la personne en fait, qui sert le café depuis 20 ans à mes gens. Et aujourd'hui, mon boulot a un petit peu changé, en fait, parce que je fais la première partie de Hélène, en fait, qui va juste suivre après quelques slides que je vais vous partager. Donc là, maintenant, je vais vous partager mon écran. Et partager mon écran pour parler effectivement de comment on peut servir autrement et comment le numérique en fait peut permettre d'optimiser notre temps, de faire gagner du temps aux gens, aux utilisateurs, aux visiteurs, et également en fait de protéger le client en même temps. Donc ça s'adresse vraiment à tout ce qui est commerçants divers et variés. Et effectivement, chez Underside, la première chose à laquelle on pense en fait, c'est d'utiliser forcément la transformation numérique, qui est le fait d'aller loin dans les processus pour pouvoir de l'entreprise, pour pouvoir optimiser les choses grâce à la technologie, parce qu'on pense que la technologie aujourd'hui est suffisamment mature que pour pouvoir complètement s'effacer à l'usage de l'utilisateur, et donc c'est tout à fait le bon moment de le faire. Alors la problématique à laquelle on s'est attaqué, globalement, en fait, c'est la traversée de la crise sanitaire. Vous le savez tous, le Covid a changé le monde. C'est un nouveau paradigme en fait qui est arrivé à nous. Il faut absolument qu'on fasse le deuil de l'avant et accueillir ce nouveau monde de l'après. Et dans les besoins qui sont apparus, qui étaient peut-être déjà latents avant, en fait, mais en tout cas qui ont été mis en exergue au travers du Covid,
bien, c'est effectivement le fait, d'éviter la présence de trop de personnes au même endroit, hein, on l'a vu justement dans les présentations précédentes, et puis aussi de minimiser les contacts avec des objets qui sont des objets partagés. Donc on parle effectivement des menus des restaurants, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand c'est comme ça, c'est un vecteur en fait de contagion, donc forcément c'est des choses qu'on veut éviter. Et puis on s'est dit, ok, vendre des masques et ce genre de choses, en fait, nous, forcément, ça ne nous intéresse pas trop. Notre boulot, c'est pas faire du one-shot, en fait, mais c'est effectivement d'arriver à faire correspondre peut-être des solutions qui sont déjà existantes chez nous à des besoins actuels. Et puis surtout, en fait, que parce qu'on pense que les mœurs sont en train de changer et vont changer sur le long terme, en fait, d'assurer la pérennité de ces solutions. Alors, à qui ça s'adresse? Je vous le disais tout à l'heure, au commerce, ça s'adresse aux restaurants, ça s'adresse aux salles de sport, aux coachs, aux centres médicaux, aux coiffeurs, aux instituts de beauté et à énormément de personnes, finalement, en fait, qui doivent accueillir des visiteurs. Et puis, c'est le moment où j'ai terminé ma première partie, où je passe la main à Hélène. Voilà, et donc effectivement, suite à cette problématique et ce contexte finalement du Covid-19, la volonté, c'était de trouver des solutions en fait, qui puissent répondre à ces besoins qui sont vécus par, comme Christophe le disait, les commerces, les salles de sport, etc. Et finalement, toutes ces personnes qui ont été impactées par la crise. Et donc, la première solution, c'est une solution de prise de tickets en ligne qui permet simplement de prendre un ticket dans une file d'attente qui est virtuelle. Et donc, ça s'applique aux boulangeries, aux barbershops, aux coiffeurs, enfin finalement tous ces endroits où il faut faire la file avant de pouvoir être servi, avant de passer au service. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre son ticket, de se rendre compte du nombre de personnes qu'il y a avant soi et donc du nombre de temps finalement qu'on va devoir attendre. Et plutôt que de se retrouver dans ce commerce avec tout un tas d'autres personnes autour de soi, ça permet d'optimiser son temps, soit en restant dans la voiture, en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, ou bien d'aller se promener en ville, de faire d'autres choses, de rester chez soi, mais vraiment dans une optique d'optimiser son temps. Donc ça, c'est une première solution. Il y a aussi une application de consultation de menus, donc là, vraiment dédiée au restaurant ou pourquoi pas au bar. Et ici, l'objectif, vous avez sans doute tous vu ces QR codes qui se trouvent maintenant dans les restaurants et dans les bars. Ce qu'on voulait, nous, c'est pas seulement proposer ce QR code qui renvoie vers un PDF. Donc, l'objectif, c'était pas juste de digitaliser les menus et les cartes, mais vraiment de proposer une expérience plus forte et donc d'être vraiment dans cette optique de transformation numérique. Donc, de pas seulement transformer le papier par du numérique, mais vraiment de penser différemment pour que l'expérience client soit encore meilleure. Et donc, l'application permet de faire des filtres, de consulter les entrées, les plats, donc de pouvoir distinguer tout ça et éventuellement d'avoir des informations supplémentaires. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser son device personnel. Donc, il y a voilà, chaque personne en fait, qui dispose d'un smartphone peut consulter le menu sur son device directement. Mais alors, forcément, pour les personnes qui n'ont pas de smartphone, les restaurants peuvent aussi mettre à disposition des iPads ou des tablettes qui peuvent être désinfectées quand même beaucoup plus facilement que du papier. Donc voilà pour cette solution. Et alors, la dernière dont on voulait parler aujourd'hui, c'est une solution de prise de rendez-vous. Donc là, qui permet non pas de prendre un ticket dans une file d'attente, mais vraiment de réserver un rendez-vous. Ça s'applique à différents types d'activités. Ça peut s'appliquer à des restaurants, à des coiffeurs, à des salles de sport, à des car wash aussi, pourquoi pas à des salons de beauté, des instituts de beauté. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller sélectionner son service, de choisir éventuellement des options supplémentaires, de sélectionner le créneau qui nous convient et puis de réserver tout simplement son passage. Donc voilà un petit peu. Et on voulait conclure sur ce slide. Vous avez sans doute tous vu passer sur les réseaux sociaux cette phrase qui disait qui a l'idée de la transformation numérique dans votre entreprise? Est-ce que c'est le CEO? Est-ce que c'est le CTO? Et finalement, la bonne réponse, c'était non, c'est le Covid-19. Et donc, on se rend compte que effectivement, il y a cet élément extérieur
qui est le contexte du Covid-19, qui a permis d'avoir cette phase de réflexion, de penser beaucoup plus au digital, de penser à des manières de se transformer. Et finalement, tout ça a abouti à des solutions qui sont beaucoup plus centrées sur l'humain, qui remettent beaucoup plus l'expérience au cœur de l'activité, qui sont plus vertes aussi, plus écologiques, qui permettent de gagner du temps, d'être plus efficients et vraiment de proposer des solutions plus agréables pour tout le monde. Et du coup, ce qu'on souhaite vraiment chez Underside, c'est que cet élément extérieur qui était le Covid-19, qui était un élément négatif, ce qu'on voudrait vraiment, c'est qu'il soit remplacé par quelque chose de plus positif, qui est simplement un état d'esprit plus ouvert et plus conscient de l'importance et de l'impact des technologies sur nos expériences et sur nos solutions à tous. Merci beaucoup. Super, un tout grand merci Hélène et Christophe pour cette dernière présentation. Ce sera notre dernier pitch. Malheureusement, on ne peut pas vous inviter à aller prendre un verre, bien qu'il est un peu tôt pour l'apéro. Et voilà, on n'aura pas ce moment de rencontre avec vous tous, mais ce n'est que partie remise et on espère très vite pouvoir tous vous retrouver. Merci pour votre participation à l'AG, au webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, des projets, des envies d'activités au sein de l'Infopôle également, sur lesquelles vous avez envie qu'on travaille ensemble. Donc, toute l'équipe de l'Infopôle reste à votre disposition. Voilà, je vous propose de clôturer tout de suite parce que on est déjà un tout petit peu de retard. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt.